Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission dont parle sport. L'équipe est de nouveau au complet, je retrouve ce poste de présentateur et je suis accompagné de mes fidèles chroniqueurs. Antoine, Joris, Lucas, comment ça va les gars ? Très bien, la forme. Écoute, merci de nous avoir invités pour cette émission. Pas de soucis. Ça va bien et tout, pareil. Très bien, je propose qu'on commence tout de suite. On va évidemment parler football. On va retrouver le football de club à partir de ce week-end. La trêve internationale qui vient de se clôturer. Pas grand-chose à retenir de la trêve internationale. L'équipe de France a battu un record historique, a tapé, c'est même pas tapé le Gibraltar, ça a explosé Gibraltar. Sinon, qu'est-ce que vous avez retenu de cette trêve internationale ? Pour commencer, je retiendrai la qualification de l'Italie. Au hasard, voilà, qualification de l'Italie pour cet Euro, ils se sont fait peur. On l'a vu à chaque fois contre la Macédoine du Nord où ils gagnent 5-2 en menant 3-0 puis en se faisant rattraper. Et contre l'Ukraine, un match très très stressant. On retrouve un peu du Lyon en cette équipe de l'Italie, une équipe, on la sent, non c'est plus trop Lyon, mais on la sent au-dessus de ses adversaires, mais il n'y a pas de mental. Et on l'a vu contre l'Ukraine, les 30 dernières minutes. Ils doivent plier le match et ils se mettent en danger. Il devrait y avoir normalement péno sur Mudryk à la fin et ils s'en sortent miraculeusement dans ces qualifications. En tout cas, les Italiens qui sont qualifiés, d'autres choses à retenir de cette trêve, mais il n'y a pas eu grand-chose en fait à... Peut-être la qualification de la Serbie pour l'Euro, du coup, c'est la première fois qu'ils le font. On dirait pas comme ça, mais c'est la première fois qu'ils sont qualifiés à l'Euro, alors qu'ils étaient en Coupe du Monde, du coup, il y a 4 ans. Voilà, c'est juste un petit point à retenir. Ouais, moi, ce que j'ai retenu aussi pendant cette trêve, c'est les catombes de blessures qu'il y a eu dans plein de joueurs. Vinicius, Camavinga, Zaïre Emery, Gavi qui s'est fait les croisés, Le Penant aussi avec les espoirs. Donc ça fait beaucoup, c'est les clubs qui sont pénalisés. Est-ce que pour vous, il y a trop de trêves internationales et on pousse trop sur les organismes des joueurs ? Oui, moi je pense que oui. Là, on a vu que la dernière trêve internationale elle était quoi, il y a un mois, même pas. Et là, il y en a une nouvelle un mois après. Puis après, là, il y aura la... Il y a une petite pause de 4 mois. Là. Voilà, une petite pause, mais après, quand il y aura l'Euro qui va arriver, plus les JO et les joueurs qui vont reprendre les entraînements déjà début août, en fait, ça va... Les joueurs n'ont pas de vacances, ils peuvent pas se reposer. Et là, on voit que ça, au bout d'un moment, ça fait des cassures. Et je pense que la FIFA devrait soit alléger ces rencontres internationales, parce que quand même... on voit jouer nos pays, ça fait plaisir. Mais pareil, ils ont rajouté aussi la Ligue des Nations pour l'Europe. Donc en fait, c'est plein de compétitions, plein de matchs qui viennent, entre guillemets, casser le rythme. Voilà, la forme physique des joueurs. Et on voit, là, le Barça se plaint, le Real se plaint, le PSG aussi. C'est normal, c'est des joueurs qui sont importants en club et qui, avec leur pays, sont pas obligatoirement obligés de jouer parce que y a d'autres joueurs que les sélectionneurs peuvent prendre, mais ils veulent les prendre et au final ça fait des cassures, donc je trouve que c'est dommage. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a 3 ans, il y avait les derniers Jeux et les derniers Euros. Pedri a joué toute cette saison, il a fait une année à quasiment 60 matchs et depuis il enchaîne les blessures. Donc comme quoi c'est pas anodin aussi ces saisons à rallonge. Et surtout que l'année prochaine il y a la Ligue des Champions du coup qui passe à un nouveau format, du coup il y aura encore plus de matchs. Ouais. Donc là, tu vas avoir des joueurs qui vont faire des saisons à quasiment 70 matchs et c'est pas très humain il faut que les joueurs puissent se reposer quand même. C'est ça. Voilà. Moi, j'avais juste quelque chose à dire concernant la France. Moi, ça me fait un peu peur, honnêtement, parce que, alors oui, on bat Gibraltar sur un score qui est vraiment incroyable, mais derrière, on se fait peur contre la Grèce, qui est une nation de foot. Il y avait une équipe B quand même. Oui, mais je me dis quand même, là, on va arriver à l'Euro en tant que clairement prétendant au titre, et si déjà dans les matchs comme ça on a peur, ou en tout cas on se fait peur, parce que alors oui on peut dire que c'est l'équipe B, mais les joueurs quand même en équipe de France doivent représenter ce que l'équipe A fait, ils ne doivent pas se dire c'est bon, on est l'équipe B, on peut faire moins. Non, parce que c'est des joueurs qui pourront potentiellement être sur le banc à l'Euro, donc ça veut dire que s'ils rentrent en cours de match et qu'ils font des prestations comme ça, ça peut être compliqué. Donc voilà, moi juste tirer la sonnette d'alarme, parce que je me dis on est l'équipe de France quand même, on arrive clairement pour gagner la compétition, donc là il y a une petite pause, après ça va reprendre, donc les joueurs doivent se ressaisir entre guillemets, que ça soit l'équipe A ou l'équipe B, pareil. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une petite question. Pour vous, c'est qui le favori à cet Euro ? Pas de débat, c'est la France. Oui. On est tous d'accord là-dessus. La France sera l'équipe à battre. Devant l'Angleterre, je dirais. Ouais. Moi je vois bien le Portugal aussi. France, Angleterre, Portugal, le trio de tête.
pense. Bon bah voilà, parenthèse internationale fermée, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Le football de club, j'ai dit, qui reprend ce week-end. On a le droit à de belles affiches. On va commencer par notre Ligue 1. Vendredi, on a un petit PSG Monaco, sympa quand même cette affiche. Un choc entre deux équipes qui sont sur le podium. Pour vous, qui va s'imposer, qui vous voyez passer devant soit Monaco conforter sa place de dauphin, ou soit le PSG passer devant Monaco? Pour moi, c'est à Paris. C'est à Paris le match. Paris. Ouais, Paris va avoir quelques blessés normalement. J'ai vu qu'il y a Marquinhos qui s'est. Il y a Zaïre Emery déjà qui Marquinhos, Zaïre Emery, ouais. En vrai, je sais pas quoi en penser de ce match, surtout qu'il y a le Newcastle qui arrive quelques jours après pour les Parisiens. Donc je me dis, le Paris va leur faire un gros match, ça va les préparer pour leur match de Ligue des Champions justement. Mais je pense pas qu'ils seront mis en danger par Monaco et ils devraient s'imposer, je pense. Moi, personnellement, je vois bien un match nul, mais avec des buts, parce que c'est deux équipes qui jouent très bien en ce moment. Et je pense que le PSG, avec les blessures, comme on a dit, au milieu de terrain et en défense, ça peut quand même être fébrile. On a vu qu'en Ligue des Champions, au milieu de terrain, face à Milan AC, c'était un peu plus compliqué. Et pourtant, il y avait Zaïre Emery. Donc là, je me dis, s'il n'est pas là, qu'est-ce que ça va être? La défense, je me fais pas trop de soucis. Ils ont quand même des joueurs. Mais voilà, Monaco qui joue bien en ce moment, qui est en forme. Donc je vois bien aller voir Monaco aller titiller entre guillemets le Paris Saint-Germain à domicile et peut-être repartir avec le point du nul, et ça serait déjà une très bonne chose pour eux. Ouais, comme tu l'as dit, Paris, Monaco, ils sont sur le podium. Monaco, c'est une équipe qui joue très bien défensivement. Il y a un bon bloc et tout, donc peut-être offensivement c'est un peu plus dur. Mais pareil, comme Joris, je vois bien un match nul un peu resserré avec des buts, parce qu'il y a beaucoup aussi d'absents à Paris, comme l'a dit Antoine, avec Marquinhos qui, je crois, il est même incertain. Peut-être qu'il va revenir pour le match, mais il vaut mieux le préserver pour Newcastle, quoi. En tout cas, il y a pas mal d'incertitudes parce qu'on ne sait pas dans quelle forme physique reviennent les autres joueurs aussi, dans quelle dynamique vont revenir les deux clubs. Et puis une autre affiche en Ligue 1, on va regarder un petit peu plus bas dans le classement, l'Olympique Lyonnais qui reçoit Lille dimanche soir. Les Lyonnais qui vont enfin remporter un match avant la trêve. Un petit pronostic, est-ce que vous voyez les Lyonnais enchaîner face à une équipe de Lille qui va être dure à jouer quand même? Moi, j'ai peur que la trêve ait couper l'élan. Ouais, et couper l'élan, parce que je me dis que pour certaines personnes c'était bien de gagner avant la trêve pour entre guillemets revenir avec cet esprit de vainqueur, mais je me dis que c'est peut-être trop long pour des joueurs qui ont aussi peu de mental de se dire que alors on a gagné contre Rennes, super, mais après il y a eu 2 semaines où il n'y a pas eu grand chose et on revient directement contre Lille qui quand même joue bien cette saison. Bon, ils ont quelques difficultés dans cette saison aussi, mais ça joue quand même bien. Et de me dire que là, surtout à domicile, on a vu qu'à domicile, on peut dire que Lyon à domicile, ils sont imprenables, mais c'est faux, c'est totalement faux. On a vu contre des petites équipes, et donc là, Lille qui vient, qui doit venir avec un mental de vainqueur, et je pense que si Lyon joue comme a joué à Rennes, ça peut le faire, mais moi j'ai peur. En vrai, je suis pas trop d'accord parce que Lyon, ils ont gardé tous leurs joueurs en fait pour la Coupe internationale. Il y a que Tagliafico qui est parti en fait, et quelques U19. Il y avait Le Penant aussi et Koumbedi. Mais non, il y a Nuama, Baldé. Nuama. Ah oui, Nuama avec le Ghana, Baldé avec Baldé avec la Guinée-Bissau. Guinée, ouais. Oui, en vrai, il y en a 5 quoi. C'est vraiment, il y a la grosse partie du groupe qui est restée pour créer du lien, je pense, et profiter de la bonne dynamique pour enchaîner une deuxième victoire. Certes, contre Lille, ça va être très compliqué parce que Lille, c'est une très bonne équipe qui est 5e au classement. Mais je suis fou et j'ai envie de croire à ce que Lyon remonte. Non, mais t'es optimiste, c'est bien. Après, je veux pas faire le rabat-joie, mais Lyon avait gagné à Rennes et Rennes avait terminé à 10. Ils avaient souffert. Avait commencé à 10 surtout. Avait commencé à 10, oui. Et ils ont quand même souffert alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Donc, comme quoi, je pense que ce club est encore malade. Mais en tout cas, on espère que la victoire leur a fait du bien et que la trêve leur a fait du bien. Puis on verra à la fin de saison des Lyonnais, on espère qu'ils vont se maintenir. On a terminé avec cette page Ligue 1 en direction de l'Angleterre. Maintenant, on a 2 affiches de folie. Et commencer un Manchester City-Liverpool. Donc, quoi de mieux pour repartir sur le football de club? C'est à quelle heure? C'est le samedi à 13h30. Donc pour ouvrir ce samedi. Après manger, là, quel plaisir. Ouais. Un petit pronostic sur ce match. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre qui va jouer à l'Etihad Stadium?
J'attends de voir déjà si Haaland sera présent, parce que on sait qu'il s'est blessé avec la Norvège, il s'est tordu de la cheville, il est incertain, mais bon, selon les dires du club, il serait potentiellement là. Et je pense que contre Liverpool, Guardiola va le faire jouer. Je pense qu'il va vouloir jouer, mais après voilà, c'est aussi au club de voir si vraiment il est à 100%, parce que s'il le perd après sur ce match, pour après, en tout cas une bonne partie de la saison, ça peut être compliqué, parce que après autour, il a ce qu'il faut, donc je me fais pas de soucis pour City, mais ça serait quand même une grosse perte, parce que Alvarez, je suis désolé, mais c'est pas le niveau de Haaland, et je pense que Haaland pèse beaucoup plus sur l'équipe quand il est là que quand c'est Alvarez tout seul en pointe. Donc voilà, mais je pense que City va s'imposer. Liverpool revient bien, mais je pense que face à une équipe comme City qui est rodée depuis le début de saison, malgré quelques défaites, je pense qu'il ne devrait pas se faire de soucis sur ce match. Pourtant, quand Haaland il a eu un coup de mou en début de saison, Alvarez il a quand même bien tenu la barre. Je crois qu'il était à 5-6 buts, un truc comme ça. En soi, oui, du coup tu perds un peu au change, mais pas totalement non plus. Donc à voir un peu comment Guardiola va gérer cette équipe-là. Liverpool, attention, parce que ça revient très bien. Il y a eu beaucoup de méformes. Il y avait un nul contre Luton Town et une défaite contre Toulouse sortie de trêve, du coup, avant la trêve. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de se reprendre. Ça ne veut pas dire grand-chose, la défaite contre Toulouse, avec l'équipe quasiment. Ouais, c'est vrai, l'équipe bis. Avec des jeunes. Mais quand même, c'est parce que t'as Salah qui est rentré à la mi-temps. Ouais, mais bizarrement, quand ils ont mis la vraie équipe, Toulouse était pas loin de se faire doubler, se faire attraper, se faire doubler. Donc, mais quand même, je pense. Mais en tout cas, ça a été un très très joli match. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est le genre de rencontre entre City et Liverpool. Mais je pense que ça va être un match bien disputé, bien physique. Mais moi, je pense qu'il va faire match nul. Je pense un 2-2. Ah ouais, moi je vois une victoire de City, parce que pour moi City c'est la meilleure équipe du monde actuellement, et je pense qu'en sortie de trêve ils vont vouloir envoyer un message pour dire on est toujours là. Ouais, mais Liverpool aussi. Je pense que Liverpool va réussir à les faire déjouer. C'est possible, en tout cas on verra, et puis on a hâte de voir le résultat. On va débriefer tout ça la semaine prochaine. Deuxième rencontre que j'ai retenue en Première Ligue, Newcastle-Chelsea. Ça aussi, ça va être une très belle affiche qui va jouer à Newcastle. Les Magpies qui vont affronter le Paris Saint-Germain ensuite. Donc, ils ont deux gros matchs à jouer. Chelsea qui fait un début de saison assez moyen. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Qui voyez-vous vous imposer? Moi, je pense que cette équipe de Newcastle n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. Si on regarde les résultats, ils perdent un peu de points avec la Ligue des Champions à jouer, comme ils n'ont pas l'habitude. Par rapport à Chelsea, je trouve que Chelsea fait pas beaucoup de bruit, mais revient de mieux en mieux. Ils ont l'air de récupérer tous leurs joueurs. Nkunku va revenir, logiquement. Elle a déjà repris l'entraînement. Oui, il a repris l'entraînement, mais il devrait être réaligné en match. Il leur fallait un mec pour finir leurs actions, c'est surtout ça qui leur manque, parce que Nicolas Jackson, c'est quand même assez limité, je trouve, pour l'instant. C'est quand même pas très prolifique. Donc moi, cette équipe de Chelsea, attention à elle, et je pense qu'elle peut aller faire un coup à Newcastle en allant chercher un petit 1-0, après avoir concédé pas mal de buts contre City avec le fameux 4-4. Je pense que là, ils vont essayer de serrer un petit peu, et ils peuvent l'emporter à Newcastle. Surtout que Newcastle c'est l'hécatombe. Il n'y a pas Isaac, il n'y a pas du coup Tonali avec les paris sportifs. Je crois qu'il manque Guimarães, il manque un milieu de terrain en tout cas je sais, et il manque un défenseur encore. En fait il y a 5 de leurs 11 qui sont absents, donc c'est compliqué pour eux, et ils ont perdu des gros points encore avant la trêve. Et Chelsea, ça revient bien. Ils ont fait en fait des gros résultats contre les gros du coup du championnat, comme je l'avais dit la semaine dernière avec Joris. Et contre les plus petits adversaires, ils ont un peu plus de mal, je pense. Peut-être que aussi le standing des joueurs fait qu'ils pensent pouvoir se reposer, mais en fait non. Donc à voir, ça va être une belle affiche. Newcastle, comme tu l'as dit, joue Paris, donc ils vont peut-être préserver un peu leurs joueurs, alors que Chelsea, ils jouent pas de Coupe d'Europe, donc pour moi, je donne Chelsea favori. Moi pareil, mais je les favoris de peu, parce que je sais que Chelsea, comme tu l'as dit, ça revient petit à petit, mais je pense qu'il faut qu'ils ont encore des matchs dans les jambes, que le 11 titulaire en tout cas soit vraiment bien en place, parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a aussi beaucoup de joueurs, donc c'est normal que le coach essaye de voir les meilleurs joueurs ensemble. Donc voilà, moi Nicolas Jackson, j'aime bien en vrai devant, parce qu'en fait c'est quelqu'un c'est un peu comme un Haaland bis, c'est juste il est là pour marquer, donc il n'y a pas de dribble. Quand même, il marque quand même un peu, quelques tapis. Je sais pas à combien il est, mais en termes de buts, mais ça va pas être énorme. Mais c'est sûr que oui, il arrive en première ligue de Villarreal, qui est la Liga pas du tout la même intensité que la première ligue, donc il doit forcément s'adapter. Mais voilà, je pense que Chelsea avait besoin d'un neuf sur qui au moins ils peuvent compter, parce que c'est vrai que
Nkunku va revenir, mais Nkunku, je ne vois pas jouer 9 pour moi. Je pense qu'ils vont essayer de le faire jouer 9, hein, Nkunku. Non, mais il jouera en numéro 10. Ouais, mais il joue pas avec un 10 Pochettino. Il changera son système. Ouais, un 4-2-3. Je pense qu'il va le faire jouer en faux 9, hein, pour faire un peu de jeu devant. Hein. En tout cas, c'est ça qui est intéressant avec cette équipe de Chelsea. Ils ont fait un gros ménage cet été. Ils ont quand même beaucoup changé. Ils ont quand même beaucoup changé leur effectif. Il y a un nouveau coach qui arrive, donc pour moi, ils sont encore un peu en rodage. Surtout qu'ils sont dans le championnat le plus dur du monde, donc il leur faut du temps. Mais je pense qu'ils vont pas faire une mauvaise saison comme l'année dernière. Enfin, ils peuvent difficilement faire pire. Donc, en tout cas, c'est un match qui est plaisant. Mais moi, je vois bien Newcastle s'imposer pour montrer qu'ils sont encore là. Ils peuvent mettre un petit peu la pression sur le PSG, parce que le PSG a plus trop droit à l'erreur en Ligue des Champions. Mais ça, c'est une autre histoire. Direction l'Italie maintenant, c'est avec la dernière affiche que j'ai retenue, un petit Juventus-Inter pour ouvrir ce week-end en Italie. Les deux premiers qui s'affrontent, l'Inter qui est en tête, la Juve qui est deuxième. C'est simple, si la Juve s'impose, ils repassent devant. Si l'Inter s'impose, ils confortent leur avance. Il y a match nul, les deux se neutralisent. Qui vous voyez s'imposer Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche ? C'est vrai que moi en Italie j'entends plus parler des deux équipes de Milan que la Juventus, et de voir la Juventus quand même à ce niveau-là, sachant que l'année dernière c'était très compliqué, ça me surprend, et je me dis, parce que on peut se dire que c'est complètement fou de dire que la place de la Juventus surprend, mais vu les dernières l'actualité de ce club, c'est forcément quelque chose. On en parle plus pour de l'extra sportif que du sportif. C'est ça, et du coup ils ont été pénalisés pour ça, mais ouais, la Juventus qui continue son petit bonhomme de chemin, et là face à une équipe du Milan, je pense que ça va être compliqué, parce qu'on voit que Milan devant c'est tonitruant, ils ont tous les bons joueurs entre guillemets au bon poste qui sont vraiment en bonne forme cette saison, donc je pense que ça va être compliqué pour eux. Je sais pas où ça se joue. Ça joue à Turin. Voilà, donc déjà en plus ils sont à l'extérieur, donc voilà, mais je pense plutôt que l'Inter va s'imposer sur le score 1-0 ou 2-1. Est-ce que du coup la Juve, ce serait pas parce qu'ils jouent pas de Coupe d'Europe qu'ils soient autant en forme que ça? Peut-être aussi, ils sont pas spécialement en forme, hein. C'est que des 1-0 qu'ils ont. J'ai regardé quelques-uns de leurs matchs, c'est toujours aussi chiant que les autres années. Sauf qu'il y a Chiesa. Le coach est Allegri. Ouais, sauf qu'il y a Chiesa, il y a Vlahovic qui va remettre un but de temps en temps pour les sauver un peu. Je sais plus quand j'ai regardé un match contre les Las Vérone où il emporte à la 95e minute sur un centre de sortie de nulle part. Non, cette équipe de la Juve, elle est pas à faire du jeu. Elle est solide contre les petites équipes, c'est pour ça qu'ils sont aussi hauts au classement pour l'instant. Hein. En tout cas, ils prennent des points, c'est ce qu'il faut. Ils ont des résultats. En tout cas, on peut pas leur reprocher ça. Après, la manière, on passera. Mais moi, je vois bien l'Inter s'imposer. C'est quand même une équipe solide. Ils sont premiers de Serie A, ils sont finalistes de la Ligue des Champions. Ils ont Lautaro Martinez Thuram qui est trop fort devant. Di Marco à gauche, l'un des meilleurs arrière actuellement, je pense. Dumfries du championnat ou d'Europe? D'Europe. Di Marco, c'est trop fort. Di Marco, c'est trop fort. Il fait une vraie saison. Moi, Di Marco, il est trop fort. On va prendre cet extrait, on le mettra sur TikTok, on verra ce que les gens vont dire. Di Marco, je vais chercher son nombre d'assists, mais Di Marco, on verra ce que les gens vont dire en commentaire, mais ça me surprend un peu ces propos d'entendre que Di Marco. Je regarde pas trop le championnat italien, je l'avoue. Mais je crois que je crois qu'il est dans tous les 11 du mois en fait, genre de août, septembre, octobre et tout. À chaque fois, il est dedans quoi. Le mec est décisif à chaque match quasiment. Il marque toujours il met soit un but, soit il met une passe D. Même son là, il a mis un but de 50 mètres contre je sais plus qui. Parce que je vais essayer de vous trouver ça en direct avec l'Inter. 2 buts, 4 passes D en 11 matchs pour un. C'est quand même pas trop mal. C'est vrai que c'est pas mal. Et en Ligue des Champions, il en a pas marqué encore. Ok. Mais non, c'est trop fort, Di Marco, c'est trop fort. C'est le piston moderne, c'est trop fort. Et écoute, on va clôturer cette partie football sur ces propos du coup. Et on va passer maintenant au ballon orange. Tout de suite, on va parler de basket. Allez, on va parler basket maintenant et la NBA. On a eu un gros programme cette nuit, 14 matchs. Donc on a eu pas mal de belles rencontres. Moi, j'en ai retenu quelques-unes, mais on va commencer par le Celtics Bucks. Une très belle rencontre. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce match ? Personnellement, je trouve que les Celtics font vraiment un bon début de saison, et face à une équipe des Bucks qui est vraiment aussi une prétendante au titre, on a vu qu'ils ont assuré ce soir-là. Et moi, je suis un peu déçu de Giannis en ce début de saison, qui, avec le recrutement de Damian Lillard, j'ai l'impression qu'il se repose un peu sur lui, et du coup il n'est pas au top de sa forme, alors que pour moi, il a dit que c'était l'équipe de Damian Lillard. Pour moi, c'est son équipe, il est là depuis plus longtemps, et c'est pas une arrivée qui va tout changer, même si c'est comme une grosse arrivée. Et face aux Celtics qui ont leur trio magique, on va dire, avec
Jaylen Brown, Jason Tatum et Kristaps Porzingis qui font quand même le taf, et on voit que pour moi c'est l'une des équipes qui peut aller gagner le titre et voir qui va y aller, parce que je sens quand même qu'il y a une grosse rivalité avec les Nuggets, et je pense que sur des matchs comme ça, ils envoient un message fort. En plus les Nuggets sont perdus, donc je pense que ça doit encore plus les motiver à faire un début de saison comme ça et aller à la fin chercher le titre. Mais sur ce match-là, moi j'ai très mal aimé, même si à la fin ils se sont fait peur. Mais bon, c'est la NBA, forcément au bout d'un moment on se relâche parce qu'on voit le score qui est favorable. Mais voilà, ils ont réussi à tenir le score, et pour moi, très 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 belle équipe, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire plus tard. Ouais, les Celtics qui avaient quasiment 20 points d'avance, et ils se sont fait très peur en fin de match, ils gagnent plus de +3, Tatum qui rate des lancers, mais derrière Lillard qui rate un double pas quasiment tout fait, ça aurait pu changer tout le match. Mais voilà, qu'est-ce que vous allez dire sur la fin de match des Celtics et des Bucks? On est passé pas loin de la catastrophe là pour Boston. J'ai pas vu s'ils avaient fait tourner un peu en fin de match, ce qui expliquerait l'écart fond entre les deux équipes en fin de match. Mais ouais, les Bucks sont restés accrochés dans la rencontre et qui ont réussi à revenir en fin de match. C'est dommage qu'ils n'aillent pas chercher, surtout que j'ai vu que cette équipe de Boston, la dernière fois qu'ils ont perdu hors prolongation, c'est depuis le 9 novembre. Donc ça veut quand même dire quelque chose, je trouve, pour cette équipe de Boston. Donc ouais, en tout cas c'était un sacré beau duel, on espère en avoir encore plein d'autres, et notamment en play-off entre ces deux équipes. Ouais. Et pour parler un petit peu des Bucks, le duo, il en a parlé un petit peu Joris, le duo Giannis Lillard qui est un peu décevant. Toi Lucas, qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison des deux stars qui ont du mal un petit peu à jouer ensemble? Ouais, c'était vraiment la grosse sensation de l'été, en fait, le transfert de Lillard aux Bucks. Et là, en vrai, on sent que la connexion se trouve pas tout de suite. On sent que Lillard, je pense, il est un peu décevant en ce début de saison, que c'est pas vraiment le meneur attendu, quoi. Moi j'aurais plus dit l'inverse. Ah ouais, oui, Giannis, clairement, oui. décevant, ouais. Giannis. Ouais, attention, Moi j'ai l'impression qu'il y a un... On l'a refait. attention. Non, ça allait. Moi, je trouve que moi, je pense que c'est plutôt Giannis qui a du mal à comprendre comment doit jouer Damian Lillard. Il lui pose pas assez d'écran, il lui laisse pas assez d'espace. Damian Lillard, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour shooter de loin, pour faire son jeu, et il joue beaucoup sur espace resserré. Et je pense que c'est ça qui le gêne un petit peu. Surtout aussi que l'année dernière, Giannis c'était le joueur qui avait presque tous les ballons, toutes les possessions étaient faites pour lui. Voilà, et maintenant il voit qu'il y a quelqu'un qui a autant de ballons que lui, forcément ça le gêne, et il n'est pas si performant que ça. Il y a plein d'actions qui sont c'est brouillon, ça fait des fautes, c'est vraiment un Giannis qui est en très 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 difficulté, grande difficulté en ce début de saison. Mais je pense que voilà, il y a 82 matchs, là ils en ont joué 14. Voilà, donc il y a encore du temps, et je pense que voilà, on les retrouve en play-off sûr et certain, et peut-être que en play-off c'est là où le duo se formera, et de toute façon c'est là, c'est dans les bons moments que les grosses performances doivent sortir des joueurs. Donc voilà, mais moi je me fais pas de soucis quand même. Après je me dis, la Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, sur le papier ça doit vraiment cartonner, et c'est pas le cas. Donc voilà, en tout cas j'espère que les Bucks auront confiance en leurs deux grosses superstars pour les playoffs. Mais c'est que même dans leur pire forme entre guillemets, ils sont quand même deuxième de la ligue, de la conférence, quoi. Après aussi ça gagne des matchs, ça reste fort quand même. Le collectif autour, c'est vraiment. De quoi? Ils sont 5e. Oui, ça sera quand même bien placé, non? Ah oui, non. Oui. Les deuxièmes, je préférais le. Ah oui. Voilà. Ils sont 5e de l'Est, oui. Ouais. Okay. Le deuxième, c'est Boston. Ils ont la chance qu'il y ait un collectif autour. C'est Sixers. Oui, après, individuellement, ça reste fort. C'est ça. sûr que jouer avec Damian Lillard, c'est différent. Oui, en fait, pardon, je te coupe. En fait, ils sont deuxième de la saison régulière, c'est pour ça. J'ai pas compté la in-season, mais oui, ok, c'est ça. c'est tout. Mais oui, du coup, je disais, jouer avec Damian Lillard, on voit la même chose aux Clippers. Jouer avec James Harden, c'est différent, il faut s'adapter. Les Clippers, d'ailleurs, qui ont battu largement les Spurs cette nuit, mais on va pas en parler parce qu'on va parler de vraie équipe de basket. T'avais fait une super transition là. En tout cas, on va parler du Suns Warriors, un choc attendu à l'Ouest. Kevin Durant face à Stephen Curry, c'est des retrouvailles toujours intéressantes à voir. Mais les Warriors, ils ont pas fait long feu dans ce match. C'est un peu à l'image de leur début de saison. Ces Warriors, ils sont en dehors du play-in pour l'instant. Ouais, ils ont beaucoup de mal en ce début de saison. Ça a l'air pas trop marché avec Chris Paul depuis qu'il est là. Comme tu l'avais prévu un peu en début de saison. Bravo. Si on peut voir d'ailleurs un petit extrait du match, que peut nous mettre la régie. Exactement, ouais. On se l'écoute.
Voilà, on voit un panier de Klay Thompson, mais meilleur marqueur des Warriors, mais des Warriors qui ont très peu existé, surtout le 5 majeur, ils ont été catastrophiques. Hier, ils se sont fait manger en attaque, en défense, dans les duels partout. Ils sont un peu méconnaissables, ces Warriors. Est-ce que on serait pas un peu sur une fin de cycle du côté de Golden State? C'est assez particulier parce qu'on parle de fin de cycle chaque saison quasiment avec cette équipe de Golden State, et cette saison voilà, ça va être un peu plus dur, mais regarde l'année dernière on disait pareil qu'ils n'arrivaient pas à gagner un match à l'extérieur et ils ont fait comme une belle saison on va dire. Ils ont fait quoi? Ils ont fait deuxième tour l'année dernière ou ils ont fait finale de... Non, deuxième tour ils ont fait. Deuxième tour, ouais. Donc en vrai... face aux Nuggets. Ouais, c'est ça. Donc ils ont encore quand même de quoi faire cette équipe des Warriors, donc on va pas les enterrer tout de suite. Surtout qu'avec un Curry qui les porte autant cette saison. Donc, c'est justement la différence, c'est que j'ai l'impression que collectivement, autour c'est un peu meilleur, mais j'ai l'impression que le 5 majeur est complètement dépassé physiquement, que Klay Thompson est méconnaissable. Chris Paul, il alterne entre le 5 majeur, c'est la place du 6e homme, c'est plus un joueur de basket, c'est un cadavre sur le terrain. Draymond Green, il n'arrive pas à rester sérieux, il se fait expulser et il prend des matchs de suspension bêtement. Ah, ça, oui, ouais. Il n'y a que Stephen Curry qui est irréprochable. Moi je suis un peu inquiet pour les Warriors, c'est le 5 majeur se remet pas tout de suite dedans, je sais pas ce que vous en pensez, mais après je pense qu'ils seront au rendez-vous des playoffs. Ça reste quand même les Warriors, ça reste une institution, ça reste une franchise bien ancrée en NBA qui sait ce qu'elle doit faire pour gagner, pardon. Moi aussi je suis un peu inquiet parce que je me dis que dans cette équipe, normalement en NBA, si t'enlèves une ou deux stars, l'équipe quand même doit tenir la baraque, et là je pense que si on enlève Stephen Curry et Klay Thompson, l'équipe n'existe plus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de système de jeu, que les joueurs jouent pour jouer mais sans plus, et que quand on donne la balle à Curry, on le laisse faire, et s'il marque tant mieux, s'il marque c'est pas grave. Et voilà, là on a vu qu'il marque que 16 points, mais bon, heureusement que Klay Thompson en marque 23 derrière. Bon, ils perdent face à des Suns qui sont quand même en face bien armés, avec Kevin Durant, Devin Booker. Leur trio n'a jamais joué ensemble parce que Bradley Beal avait joué mais Kevin Durant n'était pas là, Devin Booker avait joué mais Kevin Durant n'était pas, donc le trio n'a toujours pas fait un match ensemble parce que toujours un des trois était blessé. Donc qu'est-ce que ce sera quand les trois vont revenir? Ça risque d'être fort, parce que je pense que quand tu as Devin Booker qui est presque là chaque saison au rendez-vous, Bradley Beal qui arrive dans une nouvelle équipe, donc qui a envie de montrer tous ses talents même si on les connaît, et Kevin Durant qui pareil à sa deuxième saison je crois, deuxième ou troisième au Suns. Deuxième ouais. qui veut aussi montrer qu'il n'est pas là pour juste gagner des matchs en saison régulière. Là face à une équipe comme ça c'est sûr que ça gagne. Après voilà, il y a eu des moments où ils ont perdu contre des Spurs qui sont en très mauvaise place cette saison, donc voilà, à voir comment ils doivent se régler, mais je pense que c'est parti pour être sur une bonne série là, les Suns. Et on va rester à l'ouest, on va parler du petit Timberwolves Sixers qui a eu cette nuit sans Joel Embiid. Les Sixers qui n'ont pas fait long feu, même s'ils sont essayés de se battre, ils ont perdu face à cette équipe de Minnesota qui est vraiment impressionnante sur ce début de saison. Porté par Anthony Edwards, vraiment le patron de cette équipe des Wolves. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison de Minnesota? On ne pouvait pas les prévoir à ce niveau-là. Je me rappelle qu'on avait fait nos previews tous les deux. On ne savait pas où les placer, cette équipe. On ne savait pas s'il fallait qu'on les mette tout en haut ou tout en bas. Et vraiment, ils sont en train de créer un très très joli groupe, une très très belle équipe. Défensivement, ils ont l'air de rayonner face à leurs adversaires. C'est impressionnant. Et Edwards, toujours aussi fort. Cette équipe fait très peur et je pense qu'elle peut aller très très loin cette saison. Attention au relâchement, parce que comme j'ai dit, une saison NBA c'est long. Donc là, oui, ils partent sur les chapeaux de roue. Mais voilà, il suffit qu'il y ait une ou deux blessures pour que ça redescende vite, parce qu'au basket, ça va très vite. Surtout vu la conférence Ouest qu'il y a aussi autour. C'est ça. Alors, il suffit qu'ils perdent Edwards ou Towns pour que ça soit un peu plus compliqué. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que le trio, là, s'entend superbement bien. Et à l'intérieur, ils arrivent enfin à jouer les deux ensemble, voilà. Ça y est. Ça arrive enfin à bien jouer, alors qu'on pouvait potentiellement dire que 4 sur un poste 4, ça allait être compliqué, mais au final non, il rentre ses shoots, il fait les différences, et Rudy Gobert au milieu, c'est Rudy Gobert, on sait très bien le niveau qu'il a, et je pense qu'avoir deux très bons intérieurs et juste un mec on va dire fort à l'extérieur, ça donne un élan de fou, et derrière les joueurs qui suivent, ça peut que fonctionner avec ce système là. Et Lucas, toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison d'Anthony Edwards qui a vraiment
passer un cap. Il était déjà très bon la saison dernière, il a vraiment passé un cap. Bah moi du coup je ne suivais pas le basket l'année dernière, donc je pourrais pas vraiment te dire si c'est vraiment le cap qu'il a vu, mais c'est vrai que son début de saison est quand même très très bon, c'est l'un des meilleurs marqueurs de la ligue je pense. Oui, c'est le vrai patron des Timberwolves, et pour terminer là-dessus, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que Karl Anthony Towns a enfin compris que c'était l'équipe d'Anthony Edwards et c'est plus son équipe, donc il se met au service de son leader et bah, tu gagnes plus facilement des matchs. Anthony Edwards est très bon et comme je l'ai dit, c'est top 3 des meilleurs arrières de la ligue et pas 3e. Ouais, bah c'est ça, c'est quand des joueurs comme ça voient arriver des petits jeunes, c'est soit ils font les grosses têtes et ils disent bah non, c'est pas toi qui va arriver, qui va tout chambouler, ou sinon ils se mettent au service et quand ils se mettent au service, bah ça fonctionne. Et donc en fait, c'est ça. En NBA, je pense en général, il faut quand même laisser la place aux joueurs qui arrivent, comme aux Spurs, ce qui est pas très bien fait. On voit que Wemby a pas vraiment beaucoup de ballons, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, il faut laisser les jeunes entre guillemets prendre la relève, et là ça fonctionne. Et après en fait derrière, il faut juste être là, faire les actions qu'il faut, donner les ballons qu'il faut, et après le reste se fera tout seul. Et si cette saison fait amener un titre à Karl Anthony Towns, je pense qu'il sera très très bien content de cette relève. En tout cas, on espère que les Timberwolves iront le plus loin possible. Après, est-ce qu'ils sont vraiment contenders ? C'est compliqué à dire. C'est un peu juste. Un peu juste à ce stade de l'année, mais si ça dure dans le temps, pourquoi pas ? Et de toute façon, ce qui va apporter une réponse, ce sera les playoffs. Une autre rencontre que je voulais aborder, c'était le Cavaliers Heat. Sur le papier, c'était pas mal, mais bon, l'affiche en elle-même, le Heat qui explose de Cleveland, mais Cleveland qui avait 47 000 absents, Mitchell pas là, Levert pas là, Wade pas là, donc tu as joué avec seulement Darius Garland. Levert était là. Hein. Levert a été blessé hier. Ah bah, il a mis 12 points. Ah bah alors, c'est son jumeau qui a joué, je ne sais pas. Alors il est revenu, je pensais qu'il était incertain avant le match, il devait être en game time décision, donc il a dû jouer, j'ai pas vu. C'est autant pour moi. Alors, quand tu regardes la compo, elle fait peur. Hein. Ah oui, mais il y avait beaucoup d'absents. Donc le Heat qui a explosé les Cavaliers, une équipe de Cavaliers diminuée, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Un petit mot, non J'ai pas suivi cette rencontre, donc je ne peux pas trop en parler. Vu les absents, je vais pas regarder non plus, c'est une rencontre à sens unique. Mais par contre, la rencontre qui a clôturé cette nuit de 14 matchs, le petit Lakers Mavericks au Staples Center, enfin à crypto.com Arena, là, écrit le Staples Center. LeBron James face à Kyrie Irving, face à Luka Doncic, face à Anthony Davis. Sur le papier, c'était alléchant et la rencontre nous a pas déçus. Exactement. On a eu encore un très très bon Luka Doncic, accompagné d'un bon Kyrie Irving aussi. Les deux ont porté leur équipe. Doncic qui est pas loin du triple-double en plus sur cette rencontre-là. Donc ouais, Dallas est vraiment en forme cette saison et c'est une équipe très intéressante à avoir joué. Donc ouais, moi j'aime beaucoup cette équipe de Dallas. Ouais, et puis du côté des Lakers, LeBron James toujours là, meilleur marqueur encore une fois des Lakers hier. Il va avoir 39 ans en janvier, sa longévité est folle. Moi je sais plus quoi dire sur LeBron James. Je sais pas si vous avez des trucs à dire sur lui, mais qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Vas-y, c'est ton moment. C'est mon moment. Alors moi, je suis très content en tout cas du début de saison de LeBron James, parce qu'en fait, au début de saison, on entendait dire qu'il allait avoir moins de minutes, qu'il allait jouer moins de matchs, que sa forme physique allait être diminuée. Et au final, on voit que c'est toujours le patron entouré de ses acolytes. Et en fait, les joueurs, clairement, et tant qu'il y aura LeBron James dans une équipe, je parle aux Lakers, mais dans une autre équipe aussi, je pense que les joueurs se mettront au service du patron, en fait, parce que je pense que c'est beaucoup plus que du jeu, c'est une aura qu'il y a autour de lui qui disent il faut jouer pour lui, et si on peut encore lui ramener une bague, on va le faire. Bon, là, ils ont perdu 2-3 points face à une magnifique équipe de Dallas. Ils ont failli gagner, en plus ils font un comeback dans le 4e quart-temps, et c'est Kyrie Irving, on le verra après, la régie va nous montrer la vidéo après, mais Kyrie Irving qui tue les Lakers dans le Money Time, mais les Lakers sont pas loin de l'exploit hier. Hein. C'est ça, et moi, comme je dis à chaque émission qu'on parle des Lakers, je me fais pas de soucis. Il y a pas le feu au lac, c'est des matchs qui doivent être perdus, c'est pas grave, on va pas en faire tout un plat. Et voilà, je pense que ça sera plus, en tout cas au milieu de saison et aux 2 tiers de la saison, qu'il faudra s'inquiéter si ça commence à perdre contre des équipes des grosses franchises. Donc voilà, en tout cas, j'espère que LeBron James ne va pas se blesser, parce que là, je pense que ça pourrait être un gros coup au moral des Lakers. Ouais, pour petite parenthèse, LeBron James qui a passé il y a 2 jours la barre des 39 000 points en carrière, il est tout seul en haut et je pense qu'il va taper facilement les 40 000 points, voire plus en fin de carrière.
c'est un record qui, je pense, sera jamais détrôné. Enfin voilà, ce qu'il fait à son âge, moi j'ai pas les mots. On peut pas apporter de critique même sur certains comportements envers les arbitres ou quoi. C'est un joueur qui a de l'expérience, donc il sait très bien que ça peut jouer sur les arbitres. Donc en fait, c'est des trucs qu'on peut rien lui reprocher en fait. C'est ça, on sait très bien on sait comment il joue, et même en sachant comment il joue, il arrive à sortir des moves incroyables. Donc voilà, pour moi, respect, et pour moi, c'est le GOAT. D'ailleurs, on a peut-être une action du match de LeBron James pour. Ouais, si la régie peut nous montrer ces petites vidéos. Est-ce que tu veux nous la décrire, la vidéo? Et voilà, voilà pour le shoot assassin de Kyrie Irving. Mais pour finir sur LeBron James, Lucas, t'as quelque chose à dire sur son début de saison? En fait, moi j'ai l'impression qu'il est éternel en fait. C'est que j'entends parler depuis facilement 5-10 ans quoi. Même plus, ouais. Il est rentré dans la ligue en 2003, il est rentré dans la ligue où on était pas nés, donc... Ouais. Non mais pour moi quand je suis le basket c'est pour ça. Et en fait il a 39 ans comme tu l'as dit, et en fait j'ai l'impression qu'il va attendre que son fils arrive dans la ligue pour sa carrière. Je pense que c'est ça. Ils disent même son deuxième fils. Il va attendre que son petit-fils, il aura 75 ans, il va encore tourner à 30 points par match. Non mais voilà, pour moi LeBron James c'est le plus grand joueur de tous les temps. Je suis d'accord avec toi Joris. C'est une phrase qui va faire tiquer les fans de Michael Jordan, mais de toute façon ils ont plus de 60 ans, donc c'est pas grave. Voilà comment clôturer cette partie basket, et on va passer tout de suite à la Formule 1.